Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Hannibal n'a donc pas d'autre choix que partir. Il se réfugie en Crète, qui jusque-là s'est tenue totalement à l'écart de tous les conflits qui animent le bassin méditerranéen. Les sources sont pas très claires, mais il semblerait qu'il se transforme alors en pirate et qu'à la tête de 5 navires, il harcèlerait la flotte romaine. Il est incorrigible, mais Rome ne va pas se laisser faire. Elle envoie sur place tout un contingent dans le but de libérer des milliers de prisonniers romains retenus sur l'île. Encore une fois, Hannibal doit s'enfuir. Il se réfugie en Arménie, où il reprend sa casquette d'architecte et il fonde une nouvelle cité, toujours à la mode hellénistique. Cette ville va servir ensuite de modèle à toutes celles qui verront le jour dans ce pays. Il resterait bien parce que le temps est doux, les paysages sont magnifiques. Malheureusement, le souverain local est sous la tutelle directe des Romains. Il ne peut donc pas demeurer très longtemps sur place. Fuir. Toujours fuir. Il est fatigué de cette fuite qui n'en finit pas, il est vieux, fatigué par une longue vie d'épreuves, par les séquelles aussi de ses blessures reçues sur le champ de bataille, il ne faut pas l'oublier. Il n'a plus de famille, il n'a plus d'amis, plus de compagnons, il est seul contre tous. Enfin, il arrive en Bithynie, une région de l'actuelle Turquie. Il se tient à l'écart des intrigues de la cour, il médite, il rédige ses mémoires et il conçoit là encore une nouvelle capitale qui deviendra la ville de Brousse. Il espère y mener une retraite enfin tranquille. Sauf que le roi de Bithynie, qui lutte encore contre l'influence grandissante des Romains, reçoit un jour la visite d'un ambassadeur romain. Et cet ambassadeur tombe nez à nez avec qui ? Avec Hannibal. On l'avait presque oublié celui-là. Eh bien, il prévient aussitôt le Sénat romain, qui somme le roi de Bithynie de livrer le fugitif. Malade et sans défense, le souverain tente de défendre son hôte, il implore la clémence du Sénat pour un vieil homme affaibli, épuisé, sans fortune, mais rien à faire. Rome veut mettre la main sur ce diable d'homme qui ne cesse de lui échapper depuis trop longtemps. Hannibal vit reclus dans un château au bord de la mer de Marmara. Il sait, il n'est pas fou, que les contingents romains ne vont pas tarder à accoster en Bithynie pour le capturer. Donc il prépare soigneusement la fin de l'histoire. Il en est conscient, son seul salut se trouve dans la mort. Comme il l'avait prévu, sa maison est rapidement cernée par les soldats romains et toutes les issues sont gardées par les forces ennemies. Calme, impassible, déterminé, il retire la bague qu'il porte toujours à son doigt. Il ouvre un compartiment secret et il avale d'un trait le poison qui y était enfermé. Je vous dis, il a toujours tout planifié dans sa vie, tout décidé. Lui, l'homme libre, jaloux de ses choix et de son honneur, son dernier acte héroïque est donc une mort choisie, qui ne porte pas atteinte finalement à son image, ni à son sens de l'honneur. Ses ennemis ne l'auront donc pas eu vivant, ils ne trouveront que sa dépouille et ses biens. C'est comme ça que s'éteint Hannibal, la terreur des Romains, le vainqueur des Alpes à l'âge de 64 ans, en 183 avant notre ère. De son côté, Scipion, ne croyez pas, est pas mieux traité. Accusé de malversation, d'escroquerie par des adversaires toujours plus nombreux et plus féroces, il doit lui aussi s'exiler en Campanie. Et c'est là qu'il meurt d'une grave maladie à 54 ans, quelque temps finalement après son pire ennemi, Hannibal, le Carthaginois. Il fait graver sur sa tombe « Ingrate patrie, tu n'auras même pas mes os ». Hannibal est inhumé sous un petit tertre, sur une colline coiffée de cyprès entourée de vignes, près de l'endroit où il a rendu son dernier souffle. Tombé dans l'oubli, son tombeau est redécouvert et restauré par l'empereur Septime Sévère, qui est né à Leptis Magna, en Libye actuelle. Du sang punique coule dans ses veines et il se fait un devoir de rendre hommage à cet ancêtre si glorieux. Donc il fait recouvrir la tombe d'un sarcophage de marbre blanc et y fait élever un fabuleux mausolée. Ce tombeau, situé à 52 km de Constantinople, Istanbul, est aujourd'hui en ruine. Les Tunisiens actuels se revendiquent de l'héritage d'Hannibal. En 1968, le président tunisien Habib Bourguiba, de passage en Turquie, demande à se recueillir sur la tombe du grand homme. Il n'en reste qu'un misérable monticule de terre, mais qu'importe. Le président prélève un peu de cette terre et la dépose dans une fiole qu'il ramène dans son pays. De leur côté, les Turcs se sont engagés à élever un nouveau mausolée à l'emplacement supposé de la tombe d'Hannibal. Cette anecdote est quand même une preuve, s'il en fallait une, que le souvenir du grand stratège carthaginois ne s'est pas effacé 22 siècles après sa disparition.
Ainsi, comme il l'avait redouté, après la mort d'Hannibal, Rome étend son influence sur tout le monde connu de l'époque. Elle conquiert tout le bassin méditerranéen et les territoires d'Afrique, d'Asie et de Grèce. C'est le début, justement, de la suprématie romaine. Pour Polybe, la guerre menée par Hannibal a donné naissance à l'Empire romain. Après avoir définitivement anéanti Carthage en 168 avant notre ère, plus rien ne va résister aux légions romaines. Non seulement Hannibal n'a pas été en mesure de détruire Rome, mais encore plus, il lui a fourni l'énergie finalement qui lui manquait pour se souder, plus encore, pour attiser une violence et un culte de la force qui ont attisé la haine et le patriotisme des Romains. Durant les 16 années pendant lesquelles Hannibal a mis l'Italie à feu et à sang, le système politique et économique romain a tenu bon. Il s'est même renforcé grâce à la résistance acharnée de sa population et grâce aux efforts conjugués des institutions. L'action d'Hannibal a donc eu un effet inattendu sur la société romaine. Ravagées, les campagnes se sont vidées de leurs habitants qui tous se sont installés dans la ville. Les paysans sont venus participer à l'exploitation de grandes surfaces agricoles. Naît alors un prolétariat urbain qui va profondément transformer le système économique romain. L'essor agricole et industriel va permettre à la cité de se relever, de se développer, de déployer des ressources insoupçonnées et de s'imposer en quelques années sur la scène politique du monde méditerranéen. Mieux encore, comme je vous le disais, les défaites accumulées par les Romains face à Hannibal ont transformé la conception militaire de la République romaine. Sous l'impulsion de Scipion, l'armée se professionnalise et bénéficie d'une solde régulière et d'une protection contractuelle. Elle s'approprie les tactiques et les stratégies d'Hannibal, qui d'une certaine manière est le créateur finalement de cette nouvelle armée romaine qui peut maintenant se lancer à la conquête du monde entier. Cette émission a permis de mettre en lumière différents aspects de la personnalité complexe d'Hannibal. Il n'est pas uniquement un conquérant à l'image de son idole Alexandre le Grand. C'est un enfant de la guerre, élevé au milieu des camps militaires, formé physiquement et psychologiquement pour des batailles qu'il allait mener. C'est un général au génie évidemment incontestable, un stratège et un tacticien hors pair, un meneur d'hommes adulé par ses soldats. Mais c'est aussi un homme politique, opiniâtre, incorruptible, qui n'hésite pas à bouleverser des institutions ankylosées et perverses. C'est enfin un homme blessé, trahi par les siens, un exilé qui s'accroche pour ne pas sombrer dans la mélancolie et le désespoir et qui, le moment venu, accepte finalement de mourir libre plutôt que d'être le jouet de ses ennemis. À la fois humble et ambitieux, doux et cruel, il est aussi d'une grande culture, au savoir encyclopédique et à la curiosité insatiable. Ce qui n'empêche pas non plus, c'est vrai, d'être impatient, orgueilleux, avide de gloire, bien sûr, et de se laisser aller à la haine et à son ressentiment à l'égard des Romains. Sa personnalité, ses actes n'ont évidemment pas fini de diviser les historiens, les penseurs et les écrivains. Ses ennemis le disent fourbe, cruel et sans pitié, sans piété aussi. Mais ils oublient aussi ses innombrables prières et sacrifices qu'il fait en l'honneur des divinités, son respect aussi de la vie humaine et son sens de l'honneur hérité de son père. Finalement, il n'est pas plus cruel que les autres grands hommes de son temps. Il ne faut pas oublier que chaque guerre entraîne bien sûr son lot d'actes de barbarie et d'actes abominables. Héros pour les uns, c'est une véritable figure de cauchemar pour les enfants romains bien sûr, agités devant leurs yeux effrayés à chaque fois qu'ils commettent une bêtise, un peu à la façon de notre croque-mitaine si vous voulez. Et c'est pas un hasard si Thomas Harris a donné ce nom à son tueur en série, Hannibal Lecter, un criminel cruel et sans pitié devenu agent des services de police, à la fois intelligent, cultivé et implacable. Cet Hannibal-là a durant un temps emprisonné dans l'ombre le vrai Hannibal. Il voulait entrer dans l'histoire, il a réussi puisqu'il est devenu une légende et qu'il nous fascine encore aujourd'hui, la preuve. Pour terminer, la bibliographie comme d'habitude, 3 livres incontournables de Daoud Zakia, Hannibal, à Paris, chez Perrin en 2012. De Yann Le Bohec, bien sûr, Histoire militaire des guerres puniques, c'est date de 2014, chez Talandier. Et d'Azzedine Bechaouch, La légende de Carthage, découverte Gallimard, qui date de 2009. À bientôt.